Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous expliquer votre parcours dans le neuromarketing? Bien, écoutez, moi je suis professeur de marketing depuis très longtemps dans le cadre d'HEC, aussi bien auprès des étudiants que des professionnels. Et une de mes spécialités, c'était le marketing du service, le marketing des PME et le marketing bancaire. Donc j'avais à peu près peu de connaissances sur le neuromarketing. Et j'ai rencontré à travers les séminaires un monsieur qui s'appelle le professeur Patrick Georges, qui est un neurochirurgien, auquel j'avais présenté notre éditeur. J'avais écrit plusieurs écrits et plusieurs ouvrages dans le domaine du marketing. Et un jour, il m'a dit, écoute, notre éditeur m'a demandé d'écrire un bouquin sur le neuromarketing. Le neuro, je connais, le marketing, je ne connais rien du tout, donc est-ce que tu voudrais qu'on l'écrive ensemble? J'avais pas l'habitude d'écrire avec un neurochirurgien. J'ai essayé de voir un peu ce qui se passait. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait beaucoup de choses qui apparaissaient dans le domaine du neuromarketing, notamment les expériences de Coca-Cola qui avaient commencé au départ. Et je me suis dit, c'est peut-être intéressant de me lancer dans un nouveau sujet. Et puis j'ai trouvé à travers les lectures que c'était assez passionnant de voir comment fonctionnait le cerveau. Je me suis aperçu qu'on ne savait pas du tout comment fonctionnait notre cerveau. On croyait le savoir, mais on ne le savait pas. Donc je me suis lancé dans l'aventure et le but c'était que lui m'explique comment fonctionne le cerveau et moi que j'essaie de voir comment on pouvait faire des adaptations dans le domaine du marketing, de la communication, des ventes. Voilà, c'est comme ça. Et donc on s'est lancé dans l'aventure. C'est pas facile d'écrire un bouquin tout seul, c'est encore plus difficile d'écrire un bouquin à deux. Et d'écrire un bouquin avec quelqu'un qui est un prof de marketing et un neurochirurgien, c'est encore plus complexe parce qu'on n'a pas du tout les mêmes idées. Voilà, donc comme ça, je me suis lancé. Et du coup, ça m'a passionné. Et maintenant, je fais pratiquement, ça fait quelques années, je m'intéresse essentiellement aux approches neuromarketing, neurosensorielles. Voilà. Alors, pouvez-vous nous donner une définition du neuromarketing, selon vous? Alors, le neuromarketing, c'est d'abord une réponse aux lacunes du marketing, notamment le marketing est forcé, fait l'a priori que les gens sont rationnels. Or, souvent, selon un peu l'expérience des neurologues, 70 à 80% de nos actes sont irrationnels, c'est-à-dire sont pris hors de la conscience. Le matin, quand vous vous lavez les dents, vous ne faites pas attention à ce que vous faites. Enfin, si vous faites un peu attention, mais tout ça, il y a beaucoup d'automatismes, comme quand vous prenez votre voiture, vous conduisez automatiquement, alors que ce sont des millions de neurones qui travaillent pour vous montrer où est la brosse à dents, ne pas vous cogner, etc. Et c'est pareil au niveau des achats. Les spécialistes comme Martin Lindstrom, par exemple, qui est un spécialiste américain, avancent qu'à peu près 75% des achats sont irrationnels. Et donc on peut se poser la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une grosse erreur du marketing de faire l'a priori que les gens répondent ce qu'ils pensent et répondent d'une façon rationnelle alors qu'ils ne le sont pas. Donc l'idée qui a été lancée aux États-Unis, c'est de trouver d'autres techniques qui permettent de voir ce que pense réellement le cerveau et d'essayer de l'appliquer dans les études marketing. Puisque si on regarde directement ce que pense le cerveau à travers les neurosciences, des outils utilisés par la neuroscience, le cerveau en principe ne ment pas. Alors c'est utile dans certains domaines. Dans certains domaines, les études marketing sont largement suffisantes, mais c'est utile dans certains domaines, d'abord dans les sujets délicats où les gens peuvent répondre ce qu'ils veulent. C'est le cas par exemple dans les sujets comme le sexe, le racisme, l'argent, la mort, tout ce que l'on veut. Il y a très peu de racistes en France. Honnêtement, les études marketing, je crois que 90% des Français ne sont pas racistes. On peut d'ailleurs s'étonner des résultats des dernières élections si on suit ces études. Donc ça veut bien dire que les gens répondent ce qu'ils veulent ou ils veulent paraître corrects. Donc les études sont insuffisantes. Donc le neuromarketing, ça va être un peu l'utilisation des études neuroscientifiques, en particulier les outils comme l'IRM, l'électroencéphalographie, mais aussi des outils beaucoup plus simples comme l'étude de la sécrétion hormonale, l'étude de l'eye tracking ou l'oculométrie, c'est-à-dire de regarder un peu ce que voit l'œil qu'on couple avec quelque chose qui permet de voir un peu si ça procure ou non des émotions. Donc tout un ensemble d'outils utilisés par les neuroscientifiques, qui ont été utilisés d'abord en psychologie, en sociologie, en médecine bien sûr, et qu'on commence à utiliser notamment sur l'étude du comportement du consommateur,
ou sur les études de marketing. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est l'applicatif. Et l'applicatif qui est surtout dans le domaine du marketing sensoriel, c'est-à-dire d'essayer de convaincre les sens de quelqu'un, qui va convaincre le cerveau, qui va vous convaincre de rester et d'essayer d'acheter un petit peu plus. Est-ce que vous pensez que le neuromarketing sera encore utilisé dans le futur et comment il va évoluer selon vous? Alors je pense que de toute façon, le neuromarketing, pour l'instant, il est très utilisé dans les pays anglo-saxons, particulièrement aux États-Unis, mais même les pays comme la Chine, la Corée, etc. Le Japon l'utilise pas mal. On est pas mal en retard en France, comme dans beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on regarde un peu notre passé. Toutes les grandes sociétés américaines, pratiquement, ou la plupart des grandes sociétés américaines, que ce soit Google, Apple, etc., même les présidents des élections présidentielles aux États-Unis, ils ont fait des études à partir du neuromarketing. Donc je pense que c'est déjà un peu d'actualité. Dans les pays latins, c'est beaucoup plus en retard. Je pense que ça va évoluer un peu en parallèle avec l'évolution des connaissances qui émanent des neurosciences. C'est-à-dire des connaissances sur le cerveau. C'est-à-dire que peut-être que des vérités que l'on développe maintenant seront peut-être obsolètes et seront changées. Ça va dépendre beaucoup de cette évolution. On sait, paraît-il, des spécialistes nous disent qu'on connaît moins sur le fonctionnement du cerveau que sur le fonctionnement de l'univers, ce qui veut dire qu'on connaît encore peu sur le fonctionnement du cerveau. Donc certainement les neurosciences vont évoluer, je pense que c'est une des caractéristiques de ce siècle. Depuis, disons, une trentaine d'années, les neurosciences ont énormément évolué en matière de connaissances, les études sont évoluées, donc le neuromarketing va suivre cette évolution. Je pense que d'ici quelques années, ça fera partie du marketing traditionnel. Pensez-vous que la législation française, notamment la loi du 7 juillet 2011, qui stipule que l'interdiction d'utiliser des imageries médicales à des fins commerciales, puisse être un frein au développement du neuromarketing en France Alors, pour moi, c'est plus un frein à l'équipement des hôpitaux en IRM qu'au développement du neuromarketing en France, puisque les sociétés, qui sont tous des sociétés qui l'utilisent, sont souvent des sociétés multinationales ou françaises. Si elles ne font pas leurs études en France, elles peuvent très bien le faire en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis ou un peu n'importe où, mais la Belgique n'est pas très très loin. Et donc le résultat, c'est que grâce à l'argent qu'ils apportent, ou à l'argent qu'ils apportent dans les fondations, les Belges peuvent équiper leurs hôpitaux d'IRM ou d'appareils un peu plus sophistiqués. Donc en France, on reste à se dire, bon, enfin l'idée qui est en France, c'est de dire, il y a pas assez d'IRM en France, donc c'est normal de le réserver aux malades plutôt qu'à faire des études sur des sujets qui ne sont quand même pas fondamentaux comme des sujets sur le marketing. Là, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Si on regarde l'approche anglo-saxonne, par exemple aux États-Unis, ils ont dit la même chose. Ils ont dit la même chose à Coca-Cola, ils ont dit la même chose à Nike, ils ont dit la même chose à Google, etc. Et Google a dit, mais quel est votre problème? Vous manquez d'IRM, mais c'est pas grave. On vous achète un ou deux IRM. Un IRM, ça coûte autour de 2 millions d'euros. On vous achète un IRM, deux IRM, et puis nous, on les utilise en partie pour les études marketing, puis le reste, vous l'utilisez en médical. C'est-à-dire que grâce aux études de neuromarketing, certains hôpitaux s'équipent d'IRM. Nous, en restant très traditionnels, finalement, on reste en attendant les subventions de l'État. Donc je pense que c'est plus préjudiciable pour les hôpitaux, pour moi, que pour les entreprises qui, de toute façon, peuvent faire leurs entreprises. Il y a certaines entreprises qui ont même acheté leur propre IRM pour faire leurs propres études. Quels sont et quels pourraient être les obstacles au neuromarketing? Alors je pense que les obstacles au neuromarketing, et ce qui est important, c'est les obstacles sur le plan de l'éthique, de la déontologie. C'est-à-dire que, comme toutes les techniques efficaces, ça peut être un peu comme les langues d'Ésope, la pire ou la meilleure des choses. Pour moi, la technique n'est pas répréhensible en elle-même. Une technique, c'est une technique. Elle est ce qu'elle est. Ça dépend comment on va l'utiliser. Alors, effectivement, on peut. Le problème du neuromarketing en regardant le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire qu'on découvre ce qui est l'approche un peu subliminale. C'est-à-dire qu'on peut donner des fausses informations au cerveau. J'ai eu par exemple une expérience dans un magasin, dans une grande surface que je ne citerai pas, où le rayon poisson se vendait mal parce que les gens disaient ça ne peut pas être très frais les poissons dans une grande surface. Et donc les cognicticiens, donc les spécialistes ont dit on va travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des bruits de mouettes et de l'odeur de marée autour du rayon poisson. Alors tout le monde a dit mais tiens c'est un peu stupide.
Mais il n'empêche que 2 mois après, le rayon poisson augmentait ses ventes de 20%, et que lorsqu'il faisait des études auprès des clients, les clients répondaient ah ben oui, on vient acheter ici parce que ici c'est aussi frais que chez les poissonniers. Donc vous voyez qu'on peut donner des informations. Si on regarde logiquement, c'est très bien qu'on ne peut pas entendre des bruits de mouettes et avoir une odeur de marée dans un hypermarché. Mais il n'empêche que le cerveau donnait comme indication à partir de ça, c'est frais, et donc entraîner aux achats. Donc on peut donner des fausses informations. Alors, c'est intéressant de s'entourer quand même de règles déontologiques, c'est-à-dire que le vrai problème est de savoir si on va utiliser ces outils qui sont quand même assez puissants par rapport aux outils traditionnels du marketing pour manipuler ou pour convaincre les gens. Si c'est pour vendre des produits qui sont de mauvaise qualité en donnant des fausses informations, par exemple sur des bananes pourries, donner une odeur de banane très très fraîche, ou des fraises qui n'ont aucun goût, donner une odeur de fraise odorante, je pense qu'on manipule, et ça doit être, déjà c'est interdit, hein, puisque ce serait de la publicité mensongère, mais c'est un petit peu, ça sera interdit. Donc je pense qu'il faut, c'est vrai, si c'est par contre d'essayer de montrer que des oranges qui ont mauvais aspect ont vraiment un bon goût et qu'ils ont réellement un bon goût, ou si c'est pour donner des publicités qui sont un peu moins stupides que ce que l'on voit actuellement, parce que Dieu sait qu'on en a qui sont un peu pénibles, je pense qu'à ce moment-là, on est dans le domaine de la conviction. Donc c'est important pour l'entreprise. D'ailleurs, l'entreprise, je crois que le but de l'entreprise, c'est pas de manipuler. Je pense que le but de toute entreprise, en fait, c'est de fidéliser les clients et puis de créer une bonne image de marque et d'avoir un bouche à oreille. Donc son intérêt, on peut manipuler une fois le cerveau, mais on ne manipulera pas 20 fois. Le cerveau a toujours sa partie néocortex intelligente qui va prendre les commandes. Donc à ce moment-là, il s'apercevra que c'est mauvais, puis ça sera relayé dans les réseaux sociaux. Donc c'est pas l'intérêt d'une entreprise. Mais par contre, il faut qu'elle s'entoure de spécialistes qui montrent bien que c'est d'abord juridiquement que c'est faisable, et en même temps que ça correspond bien à des règles de déontologie et tout. Mais je crois que c'est pas je dirais que la technique qui est à prescrire, c'est la façon dont on utilise la technique. Vous avez un auteur qui s'appelle Aka Pradek, qui a fondé la plus grosse société de neuromarketing aux États-Unis, qui s'appelle Neurofocus, et qui a écrit un bouquin également là-dessus, qui prend l'exemple. Il dit une bougie, ça peut être dangereux, une bougie, ça donne de la lumière, une bougie, ça peut enflammer, est-ce qu'il faut supprimer les bougies, hein? Bon, donc c'est à peu près la même chose. Mais par contre, je pense qu'il faut s'intéresser de règles. En fait, ce que craignent le plus en entreprise, dans ce cas-là, ce n'est pas tellement les clients, mais ce sont les journalistes qui n'arrêtent pas, surtout en France, de critiquer. Dès qu'on parle de neuromarketing, ils commencent à jeter un petit peu le bébé avec l'eau du bain, hein, sans savoir parfois à quoi ça sert, mais c'est toujours en réponse un petit peu négative. On a eu des émissions, par exemple, d'Élise Lucet, vous avez peut-être vu, qui est très critique, et c'est une émission complètement à charge. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la parole à ceux qui peuvent peut-être dire le contraire. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis qu'il faut aussi donner, quand on est journaliste, on donne le pour et le contre, hein. Donc en France, certains médecins n'aiment pas non plus. Donc d'autres commencent à s'y adapter. Mais moi, ce que je reproche le plus, c'est que souvent on le rejette sans essayer de comprendre à quoi ça sert, les côtés positifs, les côtés négatifs. Et par exemple, la protection du consommateur, finalement, fait peu d'efforts pour étudier, de voir un petit peu ça, et puis d'essayer de trouver des règles. Alors, il y a eu des règles, hein, le Sénat a eu des formations justement pour savoir ce que ça a donné. Par exemple, une règle, on sait très bien que le cerveau, le néocortex, qui est la partie intelligente du cerveau, prend des bonnes décisions et a le temps de bien réfléchir quand il a le temps. Donc ce qu'il faut, si on veut que les gens prennent une bonne décision, c'est donner du temps au cerveau. Quand on est en période de solde, c'est très très mauvais dans les soldes, puisqu'on n'a pas de temps. On prend des décisions instinctives, donc c'est plutôt notre cerveau limbique ou primaire qui va prendre des décisions, qui sont rapides mais de mauvaise qualité. Si on donne du temps aux gens, ils vont prendre des meilleures décisions. Parce qu'on dit la nuit porte conseil, on peut toujours prendre une bonne décision la nuit, parce que pendant la nuit, le cerveau reclasse les informations. Donc les règles qui permettent de se désister une semaine ou un certain temps après un achat sont des règles qui sont très protectrices pour le cerveau, puisque ça laisse au cerveau, au néocortex, donc à la partie un peu réfléchie du cerveau, le temps de prendre une bonne décision et de revenir sur des décisions. Donc on peut s'entourer d'un certain nombre de règles. Selon vous, donc, l'utilisation de cette technique pose-t-elle un problème d'éthique ou pas?
Ben, c'est ce que je viens de vous dire. Oui, ça pose, je dirais que ça pose un problème d'éthique. C'est pas la technique qui pose un problème d'éthique, c'est l'utilisation qui peut poser un problème d'éthique. Et donc, en tous les cas, c'est important de se prémunir. Je dirais que si on utilise du marketing sur les problèmes d'éthique, de déontologie et juridique, on devrait avoir à l'intérieur de la société quand même des gens qui disent attention, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Le subliminal, par exemple, tout le débat est sur le subliminal. La publicité subliminale, c'est une publicité, par exemple, qui vous permet d'avoir des informations qui sont captées par le cerveau, mais qui ne sont pas captées par la conscience. Donc, ça a été, soi-disant, utilisé par certains régimes totalitaires pour faire. Donc ça, c'est interdit. Mais d'ailleurs, prouver ce que c'est que le subliminal, c'est pas si facile que ça. Pour moi, le subliminal le plus efficace pour un vendeur, c'est le sourire. Est-ce qu'on va interdire de sourire? Puis pourtant, c'est très subliminal, hein, entre un vendeur qui fait la tête et un vendeur qui sourit. Hein. Bon, on s'aperçoit que ça a une influence assez importante. C'est du subliminal. À partir de quand est-ce que, je dirais, on arrête le subliminal? Bon, c'est pareil, toute la publicité est subliminale. Tout le marketing essaie de vous faire passer des idées que le produit est meilleur que celui du voisin. Pouvez-vous nous donner des exemples de neuromarketing particulièrement efficaces? Alors, le neuromarketing efficace, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des études, et c'est là où on voit un peu toutes les sociétés d'études comme Neurofocus, Neurosciences, et beaucoup dans tous les pays, il y a des sociétés qui pratiquent le neuromarketing, qui vont essayer de voir si une campagne de communication va réussir ou échouer, c'est-à-dire si elle va créer de l'attention, de la mémorisation, etc. Donc, ils ont travaillé. Aux États-Unis, ils travaillent pratiquement, comme je vous l'ai dit au départ, pour la plupart des grandes sociétés. C'est Google, c'est Nike, c'est Bertelsmann, c'est Unilever, c'est Procter, c'est, je pense, L'Oréal fait des études. Donc, la plupart des grandes sociétés le font plutôt en se cachant ou non. Aux États-Unis, ils ne se cachent pas trop, ils ne se cachent même pas du tout. En France, ils demandent plutôt une confidentialité parce qu'ils ont peur de se faire allumer par les journalistes. Donc ça, c'est une des applications. Je pense qu'une autre application qui est importante, c'est le marketing sensoriel, c'est-à-dire de jouer directement sur les sens. Donc on va jouer sur la vue, on va jouer sur l'ouïe, on va jouer sur l'odorat, on va jouer sur différents éléments qui font que plus les gens se sentent bien dans un point de vente, alors notamment dans les points de vente, c'est important, plus les gens se sentent bien dans les points de vente, plus ils restent longtemps, plus ils achètent. Donc on va créer des points de vente sensoriels dans lesquels une nec plus ultra, c'est de créer ce qu'on appelle une congruence des sens, de créer une logique entre ces différents sens. Par exemple, on le trouve chez Nature et Découverte, par exemple, de donner l'idée de la nature, où les gens y vont même pour se promener. Puis à force de se promener, ils finissent par acheter. On peut retrouver sur la vue, par exemple, c'est le parcours Ikea. C'est très difficile de ne pas acheter quelque chose à la fin. Je ne sais pas si vous avez vu le film d'Emmanuel Ménage, qui s'appelle Citoyen pris au piège, quelque chose comme ça. Il faut le regarder, je pense qu'on peut le regarder en rewind, c'est intéressant parce qu'il vous montre un peu les applications du neuromarketing dans les différents sens. Hein. Et puis ça peut être plus segmenté, par exemple pour les jeunes, mais on peut essayer même d'écarter les plus âgés, les seniors pour garder les jeunes. C'est Albert Crombie, par exemple, où on va carrément jouer sur la vue, sur l'odeur, sur différents sens. Donc, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est que votre sens vous entraîne votre décision, et le cerveau à prendre une décision. Vous restez plus longtemps. Alors, les grandes surfaces s'y mettent de plus en plus. Pourquoi? Parce que face à la concurrence d'Internet, elles ont compris que si elles restaient des espaces de vente, elles sont fichues d'avance. Puisque l'Internet sera toujours moins cher, plus rapide, etc. Donc, plus adapté à une clientèle de jeunes. Donc, ce qu'ils ont décidé, c'est d'essayer de jouer sur ce que ne peut pas faire Internet, c'est le côté sensoriel. C'est difficile de donner un goût à travers Internet, une odeur, c'est pas facile, même si ça existe. Hein. Vous avez des systèmes comme Exalia qui transmettent les odeurs par Internet, mais bon, faut être équipé. Donc, il y a on donne des cours hein, sur Internet, des cours par exemple de cuisine avec des odeurs. Les Japonais donnent des cours de cuisine. Il faut être bien équipé. Donc, à part la vue, Internet a beaucoup de difficultés à travers sur les autres, et l'ouïe bien sûr, les autres sens. Donc les grandes surfaces pensent que si elles veulent résister, il faut qu'elles deviennent des espaces sensoriels, coordonnés ou pas avec Internet d'ailleurs, l'espace où les gens se sentent bien. Donc ça veut dire que ça commence par
la thématisation des espaces. On va essayer de donner un thème qui va attirer les gens, comme la nature, par exemple dans Nature et Découverte. Après, on va théâtraliser les espaces, c'est-à-dire qu'on va créer toute une ambiance à l'intérieur qui va correspondre au thème. Et puis après, on va créer des espaces sensoriels, c'est-à-dire on va faire que les l'ouïe se sentent bien, que donc la bonne musique, ça va être les bonnes odeurs, ça va être différentes choses. Et là, il y a beaucoup de sociétés qui travaillent sur le marketing sensoriel des points de vente. Même, je dirais, avant le neuromarketing, ça a commencé, et là, ça continue beaucoup. Et je pense que ça se développe, ça va se développer de plus en plus. On crée aussi des marques sensorielles, si je me permets. C'est qu'on peut essayer d'imprégner une marque à travers les différents sens. Si on veut la faire mémoriser, on sait par exemple que la vue ou le logo ne suffit pas, mais on peut créer une odeur de la marque. On va créer, par exemple, dans certains hôtels, les Méridiens, vous avez une odeur qui se reconnaît, qui est ou certains hôtels du groupe Accor, par exemple, il y a une odeur qui fait que ça va aider à imprégner la marque. Il y a aussi l'audio, par exemple, c'est pour ça qu'on crée des jingles de la marque, donc on peut essayer de faire... L'odeur est très importante pour la mémorisation, parce que l'air des odeurs et l'air de la mémoire est très proche dans le cerveau, et ça peut faire revivre ce qu'on appelle des marqueurs somatiques, c'est-à-dire tout notre passé est intégré dans notre cerveau, et on peut faire revenir des moments agréables à travers des odeurs qui ressuscitent de la mémoire. C'est les fameuses madeleines de Proust, qui bien connues en littérature, mais un peu, on va essayer de retrouver, par exemple, Nature et Découverte va créer de l'odeur du crayon taillé qui peut rappeler l'enfance. Donc on peut rappeler des moments bien à travers un certain nombre d'odeurs. Donc on va jouer beaucoup sur le marketing sensoriel de la grande surface, des points de vente et des marques. Comment Coca-Cola utilise le neuromarketing et est-ce que c'est efficace? Alors, efficace, il y a très peu d'études sur l'efficacité du neuromarketing, comme il y en a très peu sur l'efficacité de la communication publicitaire. On sait que c'est efficace, c'est plus un constat. C'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Un grand publicitaire qui disait si je supprime la moitié de mon budget publicitaire, je gagnerai de l'argent, mais le problème, je ne sais pas quelle moitié supprimer. Donc, alors, ce qu'on peut simplement constater, c'est que depuis une vingtaine d'années, vous savez, puisque Coca-Cola, ça a été en gros, enfin c'est un peu moins, c'était autour de 2002, les premières expériences Red Montagne Coca-Cola qui ont été faites, donc ils l'ont utilisé pour voir un peu, notamment l'importance des marques par rapport aux produits, par rapport au goût, par rapport à différentes choses, et de voir comment ça se passait dans le cerveau. Non, je pense que Coca-Cola l'utilise beaucoup en sensoriel, par exemple. On sait très bien que le cerveau capte un cinquième des informations qu'il reçoit, et donc plus on est simple, plus on est pertinent. Et si vous regardez l'évolution du logo Coca-Cola sur 20 ans, on s'est aperçu qu'il s'est énormément simplifié. Le logo HEC aussi s'est énormément simplifié. Mais le logo le plus simple et le plus significatif, c'est probablement le logo de Nike. Bon, donc ils vont jouer beaucoup sur les couleurs aussi, le rouge, le blanc, le noir, qui sont des couleurs très très prégnantes, qui sont très fortes. Donc ils vont jouer, je pense que Coca-Cola continue à faire des études marketing pour voir si ces communications marchent bien ou non, et ils vont jouer aussi sur tout le marketing sensoriel, donc Coca-Cola. Il y a d'autres marques qui le font. Alors ce qu'on peut constater, simplement, c'est que ces marques ne sont pas complètement idiotes. Ça leur coûte assez cher, je pense que depuis 15 ans, s'ils ne le refaisaient pas, c'est que s'ils trouvaient que ça ne servait à rien, ils n'en feraient plus. Mais on n'a pas de données d'études sérieuses qui vous montrent l'effet du neuromarketing, que c'est mieux que le reste. Par contre, on s'aperçoit que toutes les sociétés de neuromarketing se sont multipliées au cours des dernières années. Ça envahit tous les pays, y compris la Chine, qui commence à s'intéresser beaucoup à la création de marques sensorielles. On s'aperçoit que les études, même neuroscientifiques, font des relations entre le beau et la marque dans le cerveau. Le cerveau capterait la notion du beau, notamment ce qu'on appelle le fameux nombre d'or, ou les proportions de Vitruve, qui sont les proportions qu'on voit chez Manpower, le fameux, tout ça. Donc le cerveau capterait cette notion du beau. Donc c'est sûr que plus on va avoir une notion du beau dans la communication publicitaire, plus on risque de créer de l'émotion et de le faire capter. C'est d'ailleurs que les publicitaires utilisent de plus en plus des metteurs en scène ou des gens qui font de la créativité, plutôt que des publicités qui ne représentent rien. Si on veut créer de l'émotion, il est important
Je dirais, si on veut créer de la mémorisation en publicité, on s'aperçoit qu'il est important de créer de l'émotion. Et l'émotion se crée aussi à travers un peu une conception artistique. Donc Coca-Cola et les autres le font le plus bien, on ne peut pas vérifier. Alors maintenant, le tout est de savoir quand même Moi, le doute que j'ai, voilà, l'interrogation que j'ai, c'est pas tellement sur l'efficacité, parce que probablement c'est un petit peu plus efficace. Mais est-ce qu'on ne survend pas, est-ce que ces sociétés comme Neurofocus, Neurosens, etc., qui font un business là-dessus, ne survendent pas l'efficacité de leur technique? Parce que, en fait, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire que autant les techniques, même comme l'IRM, qui est la plus sophistiquée, c'est relativement facile. Donc d'abord, ce n'est pas des techniques de vision, c'est-à-dire que l'IRM, c'est une technique d'aimantation qui ensuite, à partir d'un certain nombre de processus informatiques, traduisent ça et remettent sur des visions qu'on a du cerveau humain. C'est-à-dire qu'on n'a pas comme une radio, on n'a pas la photographie, même si ça ressemble à une photo, ce n'est pas une photographie du cerveau, c'est une retranscription d'aimantation qui arrive sur la vision du cerveau. Donc déjà, alors on sait que c'est pertinent, puisque c'est pertinent dans le domaine médical, puisqu'on est capable de voir s'il y a un cancer, mais là, il y a quelque chose qui se voit. Au niveau d'une émotion, c'est déjà beaucoup plus complexe. Alors, c'est très bien qu'une émotion fait travailler certaines parties du cerveau, hein, mais c'est déjà beaucoup plus complexe. Donc, je me demande si en termes de marketing, on ne survend pas un peu l'efficacité technique de ces processus. C'est ce que présentent des gens comme par exemple BVA qui hésitent un petit peu à aller faire de l'IRM, qui est interdit en France, ils pourraient le faire dans leur filiale, mais même l'électroencéphalographie qui n'est pas interdit. Donc ils se posent beaucoup de questions sur l'efficacité de ces techniques. Par contre, on s'en pose beaucoup moins sur tout ce qui est le marketing sensoriel, puisque là on voit vraiment des résultats. Alors là, on voit très vite des résultats. Il y a même des sociétés, quand ils font du marketing sensoriel, qui s'engagent à une augmentation des ventes après ça fait partie de leur contrat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ben c'est moi qui vous remercie.